bonjour et bienvenue à Pack de Pot. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis, réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec Théodore de Sarabie. Comment tu vas, mon Théo ? Mais je vais super bien, mon cher Thierry. Je vais tellement bien après ce match de notre équipe de France. Comment pourrait-on aller autrement que bien ? C'est exactement ça. On va parler de tout ça, de tous ces matchs et ces 6 nations en général. On fait un petit coucou à notre ami Charlie, qui ne pouvait pas être là. Il est hors de pays et même hors de continent. Oui, Charlie, on t'embrasse. On sait que tu as mieux à faire que de regarder le rugby et de débriefer en podcast avec les copains. Mais nous, on t'aime quand même et on sait que tu vas bientôt revenir avec nous. Et on espère que tout se passe bien là où tu es. Ciao. Hey, on a eu un petit review sympa sur iTunes de Xavier Vito. Oui, Xavier Vitos, on te remercie parce que tu nous as donné 5 étoiles. Tu nous as dit que tu vivais des délicieux moments de rugby, que ça te rappelait ton passé de rugbyman, que tu avais l'impression d'être un membre du pack de potes. Et ben, c'est presque ça. Alors, on te remercie infiniment, Xavier Vitos, et on t'embrasse. Oui, et avec un nom comme Xavier Vito, ses initiales, c'est XV, donc ça fait 15. Donc le rugby, il est fait pour le rugby. Les chiffres romains, ouais, bien sûr. C'est parfait. Allez, on va parler maintenant de Rugby Europe Championship. Ce qu'on avait dit, il y avait beaucoup de matchs à Paris ce dernier week-end. Pour la 7e place, en fait, c'est Belgique qui a battu Pologne. Donc, c'est le Pologne qui va être relégué. Ensuite, les Néerlandais, ils ont battu 45-0 l'Allemagne. Un peu de surprise là, quand même, au niveau de score. Espagne, grande surprise pour la 3e place. 40-19 contre Roumanie. Et puis 36 pour Géorgie, 10 pour Portugal. Et en fait, c'était 36-3 à 70 minutes. Les Lolos, franchement, fort en ce moment. Et ça fait la 7e fois d'affilée qu'ils gagnent le Rugby Europe Championship. Oui, l'équipe géorgienne qui est donc un peu au-dessus. Et néanmoins, nos amis portugais à la Coupe du Monde avaient fait 18 partout, si ma mémoire est bonne. Exactement, c'était un sacré match. C'est là, vraiment, dernière minute où c'est Géorgie qui est revenu dans le score dans les 5 dernières minutes, il me semble, pour un essai, mais ils ont loupé la transformation. Donc, 2 équipes qui étaient très proches lors de ce moment-là, mais maintenant, je pense que Géorgie a pris le dessus dans ce tournoi-là. Bon, toujours en espérant que c'est la Suisse. Je vais voir la Suisse contre Croatie ce week-end à côté de chez moi, en espérant que c'est la Suisse qui va monter. Comme ça, je peux voir Géorgie et Portugal chez moi. Ça peut être sympa. Ce serait génial. J'espère que ça va t'arriver. La Suisse est quand même une bonne équipe. Moi, j'ai des copains qui avaient joué en équipe de Suisse. Donc, Suisse-Croatie, je sais vraiment pas ce que ça peut donner. Je pense, pour l'instant, en fait, la Suisse, ils sont 3-0 et Croatie, c'est 2-2, il me semble. Donc, si la Suisse gagne, je pense qu'ils c'est eux qui vont monter. Donc, on va être pour la Suisse, on va dire. Allez, Six Nations U20. Ce week-end, il y avait Irlande qui ont bien battu l'Écosse 36-0, Pays de Galles 27-15 contre l'Italie, et la France dans un sacré match. Si tu cherchais Tulagi, en fait, il allait jouer chez les juniors cette semaine. Match qui a démarré mal avec l'ailier français qui se fait piquer les ballons par un Anglais qui traverse le terrain pour marquer dans 1 minute. Premier essai déjà. On est quand même bien rentré dans le match par la suite, 21-5 pour nous, la France. Comme on va voir plus tard, quand même, les Anglais, ils marquent avant et après le mi-temps, juste avant, juste après, pour se remettre dans le match. Plein d'essais dans ce match, mais à 60 minutes, c'est les Anglais qui ont pris le dessus avec un mauvais essai de pénalité, carton jaune, etc. Ça finit 45 pour Angleterre et 31 pour la France. Ouais, j'ai vu la fin du match, la 2e mi-temps, malheureusement. C'est quand même un peu une faillite pour l'équipe française et c'est dommage parce qu'ils avaient fait le boulot pour être devant et ils se donnaient tout à fait la possibilité de gagner ce match. Et puis, ils ont quand même un peu baissé le pavillon en 2e mi-temps face à des Anglais, il est vrai, extrêmement costauds et qui ont pris l'axe du terrain et qui ont plusieurs fois transpercé malheureusement la défense française. Je pense que c'est difficile. Après, ça reste des équipes en apprentissage. Et je pense que d'une défaite comme ça, des jeunes joueurs, que ce soit côté français ou côté anglais, d'ailleurs, en apprennent beaucoup sur les autres, mais aussi sur eux-mêmes. Et je pense que pour aller se chercher des ressources mentales et apprendre ce qu'il ne faut pas faire, la 2e mi-temps pour les Français sera un très bon axe de travail. J'entends l'éducateur que tu es. Pour la 6 nations U20, donc c'est l'Écosse qui n'a pas gagné un match de tout, qui finit dernière. Après, il y a 3 équipes avec 2 victoires et 3 défaites. Pays de Galles qui finit 5e, Italie qui finit 4e et la France qui finit 3e. Donc que 2 seules victoires, 3 défaites. Irlande et l'Angleterre, ils ont fini avec 4 victoires, 1 défaite, mais c'est l'Angleterre qui va gagner par les points de bonus, 23 points contre 22 contre Irlande. Donc voilà, Angleterre, les gagnants de U20.
Allez, on y va tout de suite pour Italie, Pays de Galles. On est à Poro. C'est la dernière destination pour Georgia North. Chez les avants, chez les rouges, il y a le jeune capitaine Jenkins et Beard, bien sûr, en deuxième ligne. Troisième ligne, il y a le fameux Rainwright et Reffel aussi. En arrière, on a Dyer, George North, bien sûr, Adams, mais aussi le jeune Winnet en 15. Pour les Italiens, on connaît bien les avants. Il y a une première ligne que j'aime beaucoup. Les Ferconane aussi, qui sont là. Negri qui joue en troisième ligne. Il n'y a pas de Pozzo. Il s'est cassé le doigt. C'est Pani qui va être en 15. Brex, Menancello en centre, des centres costauds. Varney en 9, Garbissi en 10. Et finalement, on a Ione et Lineg, que j'avais du mal à prononcer 2 semaines à la suite, qui a quand même brillé la semaine dernière. Petite note d'un de notre écoutrice, Bex Flanagan, qui a dit qu'il était né en Italie, Louis, mais aussi il a une mère italienne et il a passé la plupart de sa vie en Angleterre. Ouais, alors moi, merci de me reparler de la famille Laina. Et la semaine dernière, malheureusement, je me suis complètement gouré. J'ai dit que Michael Laina, le père de Louis, était un grand numéro 9 de l'équipe d'Australie. C'était un demi d'ouverture. J'ai vraiment comme une boulette. Donc, désolé pour ceux dont ça a fait saigner les oreilles. C'était évidemment un grand numéro 10 qui a fait 2 Coupes du Monde en 91 et 95. Et effectivement, il avait joué au Queensland d'abord en Australie et puis ensuite il est venu jouer en Italie au Benetton Trévise et du coup c'est je suppose là qu'il a rencontré la mère de ses enfants qui est effectivement italienne de naissance. J'ai même vu son activité professionnelle à son épouse parce que j'ai cherché pour vérifier ce que je disais, pas trop de bêtises. Donc elle est effectivement née en Italie, mais elle est mom of 3 boys et maintenant elle est health coach. Donc tout ce monde me paraît extrêmement sportif et tout à fait affûté, ce qui est absolument cohérent. D'ailleurs, le petit frère Tom, il a la nationalité pour jouer à Australie, Angleterre ou Italie, donc il a le choix. Et finalement, il avait déjà joué chez les Wallabies en junior. Allez, bon, assez pour ce famille-là, on va passer quand même au match. Le match démarre et Ione, il galope. Laina sur le côté, mais les rouges grattent le ballon. Fischetti, le pilier italien, il fait la même et c'est 3-0 pour Italie. Les bleus sont un peu mieux au pied. Nicoretta qui gratte un ballon maintenant et Lamaro, il force encore une pénalité avec un autre grattage, 6-0. À 19 minutes, super essai, d'un Italie en pleine confiance et plein de patience. Les avants d'abord et après, c'est Ione qui va marquer 11-0 car Gabassi rate la transformation, malheureusement pour lui. Pas de moment fort pour Pays de Galles pour le moment. À 26 minutes, on a un petit moment, mais rapidement fermé par encore Larmelo qui a fait un super match, qui a mis ses pattes sur le ballon. Moi, je suis pas fan de jeu de Varney, le 9 italien, mais Pani me semble bien présent. D'ailleurs, essaye de remonter le ballon, mais n'échappe pas à Brex et Menancello. Les Rouges perdent pour le moment avec beaucoup de frustration. Démarrage de deuxième mi-temps, Beard avec un méchant neck roll, penalty touche et Ione pour Pani, magnifique comme essai, 18-0. Seulement Dyer monte des flashs, c'est le jeune 10 rouge Costello a un peu de mal. 56 minutes et les Rouges sont dans les 22. Finalement, un peu de bruit par les fans. Pagerello, le Frenchie, qui va entrer en 9 pour les autres bleus. À 60 minutes, grosse collision tête contre tête par accident. Finalement, un peu de lumière aussi pour les Rouges. North puis Dyer pour son 9, mais Vincent est de retour pour le plaquage. Ça va marquer quand même après 18-7. Le momentum a commencé à changer, le public est de retour et quelques pénalités contre les Italiens, mais les Rouges capitalisent pas pour l'instant, 24-7. Et c'est Brex qui va être l'homme de match pour ce match qui est presque fini. Oh wait, there's more. Un essai refusé pour les Rouges à 77 minutes et le pauvre George North qui est blessé. Mais au moins, les Gallois vont marquer quand même. Mason Grady va marquer un autre essai. Il a fait un super entrée dans ce match. Mais finalement, c'est 24-21. Victoire pour Italie. Très bon signation pour eux, mais aussi 5 défaites pour Pays de Galles. Ouais, les pauvres Gallois qui du coup se mangent la cuillère de bois, hein, cet attribut que l'on donne aux petits derniers. Alors si certains l'ont entendu dans la bouche des commentateurs, moi je l'ai appris. Ça date de l'université de Cambridge, la cuillère de bois, qui était le diplômé qui avait la plus mauvaise note en maths, un truc un peu farfelu comme prix. Il avait une cuillère de bois. Et donc, c'est comme ça que c'est rentré dans la tradition du Five Nations, puis du Six Nations. Cette année, malheureusement pour les Gallois, c'est eux qui vont manger la soupe avec cet ustensile, honni de tous les amoureux du rugby. Plus sérieusement, ce qui est malheureux pour les Gallois, c'est que ce match, finalement, et c'est quand même
assez rare pour le signaler contre les Italiens dans le Six Nations, il n'y a pas vraiment eu de suspense. Les Italiens ont mené jusqu'à 18-0. On avait l'impression qu'ils étaient relativement tranquillement lancés vers une victoire. Les Gallois se sont réveillés quasiment à la 65e. Ils marquent quand même 3 essais puisqu'ils perdent que 21-24. Donc ça prouve qu'ils étaient pas si loin. Mais ils marquent ces essais-là, 64e, 79e, 80 plus 2. Et c'est de l'honneur, mais finalement inutile parce qu'ils sont partis trop tard. Et comme le dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Très content pour les Italiens parce que ça leur redonne de la confiance et puis ça redore un petit peu leur blason. Et un peu inquiet pour nos amis gallois, dont on dit très souvent qu'ils sont issus d'un petit pays avec assez peu de joueurs, en plus une fédération un peu malade, qui a des soucis financiers, des soucis politiques à l'intérieur de la fédération. Donc je crains un peu que le Pays de Galles soit au devant d'une ère difficile et on souhaite que ce soit le plus court possible. Ouais, dans un sens un peu positif, quand même, tu vois, Queseda sur le terrain avec ses joueurs en train de vraiment les féliciter. Tu trouves que c'est un nouveau air aussi avec un nouveau coach et je pense que ça va être vraiment sympa. J'ai hâte que de Netflix Six Nations que ça ressort l'année prochaine parce que j'aimerais bien voir derrière les scènes par rapport à sa façon de coacher parce que je pense qu'il est pour beaucoup en fait dans la nouvelle réussite de cette équipe. Au moins ils sont tous, on a l'impression ils sont tous sur la même longueur d'onde avec des câlins et des high five et ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Il est arrivé aussi au bon moment pour récolter une équipe qui a une très très belle génération. Ça fait un petit moment quand même qu'on dit que Garbisi est un grand joueur et qu'il entraîne derrière lui une génération, que ce soit les Negri ou autres, qui sont remarquables. Ça fait un moment qu'on se dit qu'avec ces joueurs-là, ça va finir par sourire. Bon, ajouter là-dessus un bon coach de talent avec la culture qui va bien et une petite part de chance. Et puis, hop, ça fait des beaux résultats, tant mieux. Ouais. L'autre chose aussi, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même, ils ont bien démarré, on va dire, même s'ils n'avaient pas de victoire, les pauvres Gallois, mais quand même, ils n'étaient pas moches pendant toute cette Six Nations. Il y avait des moments où on disait, c'est pas si mal, mais je pense qu'ils étaient juste fatigués. Je pense aussi à la première ligne dans ce match-là. La première ligne était là pour jusqu'aux 70 minutes, en fait. Ce qui est dingue. Après... N'oublions pas le plaisir incroyable qu'ils nous ont donné au premier match de ce Six Nations quand ils étaient menés, je crois, 27-0 par les Écossais et qui sont venus mourir à 27-26. Donc certes, c'est une défaite, mais c'est une défaite qui valait 1000 victoires sur les 30 minutes qu'ils ont fait en deuxième mi-temps pour faire ça, et ça doit leur donner de l'espoir. Maintenant, 5 défaites, etc., c'est la soupe à la grimace et c'est très compliqué pour eux à vivre. Est-ce qu'ils vont s'en remettre et en combien de temps ils vont s'en remettre? C'est tout le défi qui attend maintenant le rugby gallois. Écoute, pour finir sur encore, il y avait pour un moment, il y avait Shane Williams qui était dans les stands. Et si tu te souviens de Shane Williams, mais comme c'était un tout petit qui courait comme un ange, il était magnifique à regarder ce mec-là et ça m'a fait juste de sourire de voir sa bouille. C'était une sorte un petit peu de Dominici chez nous. Un joueur avec un format de poche, comme on dit, des appuis de feu et cette capacité à relancer n'importe quel ballon et à faire basculer une rencontre sur un coup de génie lié à ses appuis et à son flair. Il était absolument extraordinaire et c'est vrai que les voir dans les tribunes, c'est aussi faire un clin d'œil à nos souvenirs rugbystiques, à tous les moments de bonheur que ces garçons-là nous ont procuré. Et franchement, Shane Williams, pour les amoureux de rugby, tapez YouTube, regardez Shane Williams, regardez les cannes qu'il avait et à quel point il faisait, mais vraiment, il foutait le feu à la pelouse. Irlande contre l'Écosse. C'est deux équipes qu'on connaît très bien, donc c'est un match assez égal au début. Kinghorn qui règne dans les airs, Lowe qui est contré par Christie et Finn qui ouvre le score 3-0 pour l'Écosse. Lowe est très souvent ballon en main, mais rien ne passe pour l'instant. Sur un penalty touche, ça faillit passer pour Sheenan. Une minute plus tard, c'est lui qui va marquer après un mauvaise touche des Écossais qui finit dans ses mains. 7-3. C'est le tour d'attaque pour les Écossais maintenant, mais Van der Merwe n'arrive pas à passer Aki à 2 reprises. Vraiment des plaquages d'école par Bondy. Aki, un truc de ouf. Les Chardons collent au score quand même avec un pénalité 7-6. Aki avance encore, Van der Flyer gratte des ballons et je trouve que Gibson Park, le 9 vert, il est bien, mais aussi que le 10 Crowley, peut-être un peu moins.
Côté bleu, Finn, c'est Finn, mais personne d'autre brille, à l'exception peut-être de Christie et McDowell, qui a fait un joli percé. Pas d'action vraiment spectaculaire pendant ce premier mi-temps, un bras de fer assez égal, on va dire, avec un bon défense des poids lourds, mais aussi des petits chiens de chasse comme Gibson Park d'ailleurs. 7-6 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, Lowe dans son couloir, il sert Aki et les Verts sont sur le 22 d'Écosse. Je me prépare à 20 phases de jeu, mais finalement, ils vont sortir avec 3 petits points de plus, 10-6. Irlande encore dans les 22, Aki qui rebondit contre ses adversaires et avance petit à petit. La grande muraille de l'Écosse tremble face à le pilier Taj Furlong, mais minuscule en avant. Kinghorn et Dempsey remontent le ballon pour l'Écosse, mais ils n'arrivent pas à se prendre les Irish. Les remplaçants sont faits et le remplaçant d'ailleurs de Furlong, le pilier avec une combinaison capillaire mais hors pair, des nattes et barbes à la viking. Le pack vert va démolir leur adversaire comme j'ai jamais vu. Le deuxième ligne écossais s'est fait rouler dessus par son propre pilier. Quelle expression de force par les Irish. On est donc forcément dans les 22 écossais. Nash a fixé 4 mecs en même temps, mais petit en avant encore. Je suis assez convaincu que Gregor Townsend est en train de boire une bière pour calmer ses nerfs dans son gros mug bleu. Les Écossais sont approximatifs dans ce match, mais ils repoussent les Irish pendant 20 bonnes minutes quand même. C'est une ring rose maintenant avec le en avant. Van der Merwe va sauver l'essai du contre et Gibson Park est presque là. C'est Porter, le pilier vert qui est toujours en sang chaque match, qui va finir par marquer après quelques minutes et un carton jaune maintenant contre l'Écosse, 17-6. Au moins, les Écossais peuvent célébrer le mulet de Rowe, l'arrière remplaçant, parce que quand même, c'est quelque chose. À 5 minutes de la fin, les Bleus n'ont pas de choix. Ils doivent remonter tous les ballons. Et ils ont un petit avantage de jouer avec un joueur de plus. Hugh Jones va échapper et marquer à 3 minutes de la fin. 17-13, et on va finir là. L'Écosse n'ont pas le Triple Crown, et Irlande, quand même, va gagner les 6 nations. Ouais, tu le dis tout à la fin, on oublie un petit peu qu'entre nations britanniques, il y a une sorte de compétition à l'intérieur de la compétition, et la triple couronne consiste à être celle des nations britanniques qui bat les 3 autres, donc fait une sorte de mini grand chelem entre British, quoi. Ils se disent, bon, les Français et les Italiens, c'est quelque chose, mais nous, ce qu'on veut déjà, c'est être les patrons de la partie British. Bon, malheureusement, les Écossais, donc, qui avaient cet enjeu, puisqu'ils avaient battu les Anglais et les Gallois, ils sont tombés sur un os. On a vu un match rugueux, assez inconstant, des Irlandais qui n'ont pas du tout survolé la partie et qui sont restés à portée de fusil jusqu'à la fin, puisque les Écossais, ayant marqué assez tardivement, sont reçus à 4 points. C'est un petit score, 17-13. Ça prouve que c'est pas les grandes envolées qu'on voit par ailleurs. Ce qui est certain, c'est que pour être une équipe qui gagne une compétition dans laquelle il y a un certain nombre de matchs, on peut pas toutes les gagner au panache. Et je crois que les Irlandais se sont rappelés l'essentiel. Ils étaient là pour battre les Écossais, sécuriser le titre. Je pense qu'ils avaient un petit peu les mains qui tremblaient quand même parce qu'ils avaient été secoués et fortement secoués par leur défaite à Twickenham la semaine dernière et que ils avaient peur de mal faire. Et à force d'avoir peur de mal faire, ils ont quand même beaucoup raté. Ils ont raté énormément d'occasions pendant ce match avec des bêtises, des en avant et des cartons puisqu'ils sont finis en infériorité numérique également. Quoi qu'il en soit, je trouve que leur victoire dans ce tournoi est tout à fait cohérente. C'est une équipe qui a bien mieux digéré sa sortie de Coupe du Monde que les Français, malgré une immense déception. C'est une équipe également qui a quasiment fait oublier Sexton avec un nouveau numéro 10, Crowley, qui est tout à fait haut niveau et qui, à défaut de casser la baraque, n'est absolument pas le point faible de cette équipe. Et ils ont surtout un paquet d'avant et des individualités derrière qui sont absolument exceptionnelles. McCarthy, probablement joueur du tournoi, c'est un joueur de 22 ans, il sera certainement dans notre 15 du tournoi. Oui, c'est sûr. Et puis derrière, il y a quand même encore Ringrose, Lowe, Nash, ils ont une équipe absolument magnifique et franchement leur victoire est méritée. Bon, moi je suis content que les Anglais les aient battus à Twickenham, ça a remis un petit peu de piment et un peu d'espérance dans le rugby anglais et ça plantait très très bien le décor du crunch. On était content de voir les Anglais arriver victorieux et sûrs de leur force parce que c'est comme ça qu'on aime les battre. Allez, on est à Lyon et c'est vraiment le show. C'est God Save the Queen et aux armes.
Nous marchons vers un joli match. Marcus Smith est sur le banc. C'est Ford qui est aux commandes aujourd'hui, avec un peu de sang neuf quand même, Fairbanks et Freeman, et un peu de vieux dans les arrières. C'est Daly, Slade et Lawrence qui est de retour. Les avants sont quand même pas mal. Première ligne, c'est Genge, George et Cole. 261 caps à eux trois. 340 caps à 4 si tu ajoutes y jeter quand même, deuxième ligne. En plus, ils ont Chessum, Underhill, Martin et Earl, pas mal côté anglais, on va dire. Chez nous, on a la même équipe que la semaine dernière. Marchand est de retour dans la première ligne avec Bay et Antonio. Flamand is back avec Meafu. Super troisième ligne de la moitié Kitou, parce que c'est Cro, Olivon et Adrit. Le Garec combiné avec Ramos en 10, Louis Bébé, Pono, Onel et deux portiers et Ficou, avec Lio, Foufou, Barré en 15. On a tellement envie de commencer le match qu'on commence un tout petit peu tôt. Premier ballon et on a envie de faire une bonne impression avec des belles percées, mais ballon perdu par Ramos. On gagne ballon en défense, mais on le repère tout de suite. Marchand chauffe avec ses amis Rosebeef. Damien Pono éjecte Tulagi et Adrit avance. Même si les annonceurs disent qu'on est en supériorité, on n'a pas de points pour l'instant. Fairbanks sort tôt avec une blessure, donc c'est Marcus Smith qui va entrer. Crow, il va faire des crêpes, mais on perd un mêlée. Ford a 3 petits points, 3-0 à 12 minutes. On va perdre le deuxième mêlée. On n'assure pas vraiment dans les airs. C'est dommage qu'on n'arrive pas à marquer en ce moment, mais on va marquer maintenant avec 3 points au pied. Ça fait un bien fou ce Ramos quand même. Crow va piquer le touche. Fico pour barrer avec un joli passe pour Le Garec. Super essai collectif, 10-3 pour nous. J'adore la stratégie que Meafu, c'est lui qui attrape tous les ballons de coup d'envoi. Je trouve que c'est fantastique. Allez, Antonio qui bouge et qui plaque partout pour un grand homme comme ça. Difficile à expliquer la suite en fait. Pono qui perce et donne un grand coup de pompe. Louis Bébé qui mit la pression. Marcus Smith qui est en couverture. Et voilà, on a un mêlée sur leurs 5 mètres. Il faut absolument qu'on marque maintenant. On est si près, mais juste trop loin. J'ai l'image de Pono qui n'arrive pas à rattraper le ballon. Encore des jolies actions côté français. Cross et Olivon qui cavalent. Ramos va faire son Johnny Wilkinson, 13-3. Meafu qui fait éjecter Earl. Pono qui évite 14 des 15 joueurs anglais, mais sans vraiment avancer. Ramos encore superbe, 16-13. Meafu qui éjecte maintenant Itoge. Et je rigole comme un gamin, mais pas pendant longtemps parce que les Anglais sont chez nous. 2 fautes à la suite contre nous et on est verbalisé par le monsieur arbitre. Et voilà, et c'est Laurence. 16-10 pour nous, mais un peu mitigé quand même ce premier mi-temps, que 6 points d'avance après beaucoup d'opportunités. Tu l'as dit, c'est une domination quand même très forte de l'équipe française sur cette première mi-temps, avec un démarrage de folie. Dès la 4e minute, ils leur mettent un maul, ils leur marchent dessus de façon quand même tout à fait impressionnante. Les 2 ou 3 avancées de François Cros, on a l'impression qu'il vit à 30 cm du sol, tu sais, qu'il arrive à avancer comme un char. Et que la gravité n'a pas de prise sur lui en fait. Ouais. C'est absolument incroyable. Il a fait une mi-temps et un match d'enfer d'ailleurs, tout le match et tout le tournoi d'ailleurs, absolument exceptionnel. Et franchement, je pense que c'est le meilleur troisième lignel du tournoi parce que ce soit en défense ou en attaque où il a énormément progressé, il est devenu absolument impérial. Ensuite, on a cet essai qui est superbe. On a vraiment l'impression que Le Garec, là, c'est la doublure d'Antoine Dupont, parce que c'est tout à fait un essai à la Dupont. C'est-à-dire, je décale, je fais le bon geste, et ensuite, je suis ultra présent au soutien intérieur, et j'ai remarqué quand les autres ont fait le boulot. C'est tout à fait un essai à la Dupont, c'était génial. Et sur cet essai-là, je trouve que la défense anglaise est quand même un petit peu prise. Il y a une espèce de montée en pointe au milieu de la ligne de défense qui est quand même assez contestable. Les Français jouent très très bien le coup, mais les Anglais ont quand même mal défendu sur ce coup-là. La fin de passe de Barré, bon, ça se passe très vite, donc on se rend pas compte, nous. Je pense que Marcus Smith, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Quoi qu'il en soit, l'essai était magnifique et en première main comme ça contre les Anglais, c'est quand même le pied. Tu l'as dit, Emmanuel Meafu, 2 fois de suite, d'abord sur Earl, puis sur Itoge, et puis sur les renvois, etc. T'as l'impression, en fait, d'un phare sur un océan en tempête. C'était le truc arrive avec une masse vers lui, avec de l'élan et tout, et blanc. Et en plus, il est plaqué à 2 mecs, et 2 fois. Il faut aller juste regarder ça, mais des mecs qui se fait éjecter. Oui, t'as vois Itoge, mais qui tombe par terre, en fait. Et je pense, quand on pense que la jeunesse de ce joueur, et qu'il a probablement une dizaine d'années à donner au rugby international et à l'équipe de France, on a quand même une chance absolument incroyable que ce joueur
faut-il le rappeler, qui est né en Australie, ait choisi de jouer pour l'équipe de France. C'est un cadeau, quoi. C'est-à-dire que c'est un mini Skelton, en fait, mais à fou. C'est un peu le même. Donc, l'équipe qui a ce joueur-là dans ses rangs, elle a quand même un certain nombre de garanties. Ça, c'est vraiment canon. Par contre, petit pépin quand même, l'essai qu'on prend avant la mi-temps qui fait qu'ils reviennent à 16-10, c'est un essai de trop qu'on ne doit pas prendre. Et le point noir de ce tournoi pour l'équipe de France, c'est quand même la défense. On a réussi avec du mental et des grandes qualités d'attaquants à repasser devant dans presque tous les matchs, hein, sauf contre les Irlandais. Mais bon, et les Italiens, je mets le match un petit peu à part, mais on prend trop d'essais. Voilà. Et c'est quand même dommage de se retrouver qu'à plus 6 à la mi-temps, de laisser les Anglais revenir aussi près alors qu'on les a quand même fortement dominés, alors qu'ils avaient fait très forte impression la semaine dernière. Ça méritait mieux à la mi-temps. Et je me disais, ça risque de pas passer loin. Cette deuxième mi-temps, il va falloir aller la chercher au talent et au mental. Et le deuxième mi-temps démarre pas bien, on va la dire. Lawrence, il va faire le nécessaire très vite avec un autre essai. Et maintenant, voilà, on perd 17-16. Ouh là là, on n'est pas bien là. Earl avec un joli percé. Marcus Smith qui va marquer maintenant. Et comme le match vient de tourner, on vient de prendre 21 points en 9 minutes de jeu. 24-16 pour eux. Peine touche, mais on perd le ballon. Ça chatte entre Marcus Smith et Ramos. Et finalement, ça va bien pour nous. On avance. Le soutien est là. Le carré pour Olivon, pour Louis Barret. Et ouf, et c'est pour nous. On ne perd pas un petit point maintenant. 23-24 pour l'Angleterre. Et ben voilà. Mauvaise touche par les Anglais. Ramos, coup de pied. Penaud chope le ballon. Rafu, Smith et Serre Ficou, 30-24. Au niveau de suspense, ça commence d'être un des meilleurs crunchs de jamais. Si on gagne, bien sûr. Penaud est un peu partout, tous les remplaçants sont faits, il reste 10 minutes, Ramos rate la pénalité, dommage. Je ne comprends pas en fait la tactique par la suite, on est sur les 50 mètres, le coup fait un kick qui sert à rien, et d'un coup les Anglais sont chez nous, et une minute plus tard, ils marquent dans le coin. Et voilà, et en plus, il y a Ford qui passe la transformation, 31-30 pour les Anglais qui sont en tête maintenant. On essaie d'avancer un petit à petit, ça gagne, pénalité pour nous, à 50 mètres, une minute, balle de match pour le pied de Ramos, et voilà, c'est fait. On gagne 33-31. Franchement, ça passe très très près. Donc, c'est un bonheur immense. Je pense que les gens qui étaient dans le stade à Lyon ont dû chavirer de bonheur tout simplement, parce que battre les Anglais pour nous, c'est toujours spécial. Et n'oublions pas que ce qui change par rapport à une victoire des Dodgers contre les Yankees, c'est que nous, les Anglais, ça fait 1000 ans qu'on se bat contre eux. Donc, ça fait quelque voire plus quand on gagne, voire plus. Donc, c'est pour ça que c'est spécial. C'est pour ça que ça dépasse un petit peu l'entendement sur le plan émotionnel. Mais on a quand même donné le bâton pour se faire battre. Et je pense que les Anglais peuvent se mordre les doigts parce qu'ils avaient fait le plus dur. Reprenant l'avance à 31-29, etc., ils auraient dû nous mettre un coup sur la cafetière. Mais l'incroyable grinta quand même de cette équipe et le talent de Thomas Ramos, parce que à la 79e, le coup de pompe à 50 mètres en face, quand tu as déjà tout le match dans les pattes, que tout dépend de toi, et que c'est soit le bonheur, soit la soupe à la grimace, et que tu prends ton élan, que ça passe pile au milieu et que ça passe derrière la barre, etc., c'est quand même la marque des très grands. Donc, Ramos, faut pas oublier qu'il a commencé le tournoi en numéro 15. Il vient dépanner en numéro 10 parce qu'on sait que c'est un joueur extraordinairement polyvalent. Il a fait des bouts de match inégaux. Il y a eu des moments où il n'était pas complètement dedans. Son jeu au pied offensif, notamment, n'a pas toujours été parfait. En défense, parfois dans les montées défensives, à plusieurs, ils se sont troués, mais il a lui aussi eu des reproches à se faire. Par contre, quand il faut venir verrouiller une situation avec un mental de champion, de taulier sur un moment clé, il est présent. C'est la marque des très grands. Donc, vraiment un immense bravo à cette équipe qui a alterné encore une fois des imperfections notables, en particulier en défense, où pendant tout le tournoi, on prend beaucoup trop d'essais, mais qui a su mettre des coups d'accélérateur, renverser des situations, y croire, aller chercher de la solidarité collective pour se retrouver devant, y compris dans des moments vraiment difficiles comme cette fin de match face aux Anglais, parce qu'encore une fois, quand ils étaient passés devant, il y avait de quoi avoir les boules. Mais je crois que le deuil de la Coupe du Monde avec ce tournoi et en particulier ces dénouements-là est fait. Ouais. Je pense qu'on peut passer à autre chose maintenant. Et autant j'ai pas toujours été tendre
envers Fabien Galtier. Je l'ai trouvé très bon dans son discours d'après-match. Oui. Il dit on peut faire mieux mais on se bat, et je pense que c'est vrai, les deux choses sont vraies. On peut vraiment faire mieux mais on se bat. Donc il a trouvé les mots pour que cette équipe arrive à se remobiliser de l'intérieur, et il dit des choses, voilà, il y a une énergie, tout ça c'est les hommes, c'est-à-dire que c'est aussi fragile, et je pense que on doit entendre ça. On avait affaire à une équipe, mais une équipe c'est pas mathématique, c'est composé de personnes qui ont leur fragilité intérieure et qui ont réussi à consolider tout ça pour aller nous chercher une belle deuxième place, même si, comme je te l'ai toujours dit, la deuxième place dans le tournoi Destination, on s'en fout. Il y a que la première qui compte. Ouais, quand même, il fait du bien quand même, celle-là, par rapport au début de Destination, ça c'est certain. Oui, et puis j'ai entendu qu'elle fait du bien aux finances de la Fédé aussi, qui gagne, je crois, près d'1 million d'euros ou un truc comme ça de plus en ayant cette place-là par rapport à celle d'en dessous. Donc je pense que le trésorier de la Fédé doit pas être mécontent. Deux choses rapidement par rapport à Ramos, par exemple. Tu avais dit, en fait, si on se souvient, il était sur l'équipe, mais en fait, il jouait pas parce qu'on ne savait pas où le mettre. En fait, il y avait Jaminet à un moment qui jouait 15. Après, on voulait pas forcément le mettre 10. Et maintenant, mais comme on est content qu'il est là, quoi. Il a vraiment assuré au niveau de pied, c'est un truc de ouf. Par contre, le presse français, ils sont chauds, en fait. Ils sont une page de l'équipe, ils disent « God save Ramos », et après, au niveau des notes de match, ils mettent un 5. Tu vois, mais c'est méchant, en fait. Et Midi Olympique, c'est un peu la même chose, où ils disent merci Ramos, le roi, et après, non, il a un petit 6, tu vois, mais que c'est quand même, il a fait presque 20 points au pied pendant 2 matchs par la suite, c'est quand même pas rien. Oui, mais son jeu au pied, notamment offensif, avec les petits coups de pied derrière, les transversales, etc., a pas été excellent. Et d'ailleurs, sur ce match-là, quand on marque l'essai de Barré à la 55e, c'est un match où on arrête de lâcher le ballon, on arrête de se séparer du ballon, on met la main sur le ballon, on multiplie les temps de jeu et on va marquer. Et plusieurs fois pendant ce tournoi, on a essayé, notamment Ramos, d'aller chercher des petits ballons derrière qui s'imposaient pas ou qui sont partis direct en touche. Il a été un petit peu en dessous de son niveau sur ce sujet-là. Mais on peut pas lui reprocher. Il joue pas numéro 10 à Toulouse. Il joue numéro 10 pour dépanner. Il se retrouve numéro 10 en équipe de France. Il a fait incroyablement le job. Et ce qu'on lui demande, c'est d'être un match killer dans les moments clés, ce qu'il a fait d'une manière extraordinaire. Et c'est vrai que ce coup de pied de la 80e, moi, je flippais, mais en même temps, j'avais confiance en lui, en fait. C'est un tel champion dans cet exercice, y compris dans les moments difficiles. Franchement, bravo à lui. Et en plus, comme tu dis, confiance. Maintenant, c'est une équipe où on a confiance qu'on peut gagner, en fait. Et c'est pas le cas où avant on était devant. Je pense à 3-4 ans, on est devant et en fait on dit mais comment on va la perdre en fait des matchs comme ça, tu vois. C'est ça. Et accessoirement, on vient d'enchaîner une 3e victoire d'affilée contre les Anglais en ayant mis 50 points l'année dernière à Twickenham, plus 2 victoires d'affilée à Paris, ce qui est quand même pas rien. Et d'ailleurs, Fabien Galtier le dit, il dit les Anglais ils font un bon match aujourd'hui, ils font un bon match la semaine dernière, mais ils se sont aussi reconstruits, et rappelons-nous d'où ils viennent l'année dernière. Donc c'est vrai aussi ça, la vie des équipes, c'est des moments très difficiles qui sont à assumer collectivement, à transformer en autre chose pour aller chercher des victoires collectives derrière, mais c'est un chemin, et je pense que là, Galtier a sans doute retrouvé les mots pour que tout le monde se ressente à nouveau fier d'emprunter ce chemin en tant qu'équipe de France. Ouais. Aussi, il avait dit les mots résilience et endurance et pas de restructuration, et je trouvais ça très bien dit. Il a dit c'est le début de quelque chose d'autre, et je trouve ça aussi intéressant. Moi, j'aimais bien de voir l'équipe Movaca et Penaud qui sont en train de fêter avec la bière sur l'autopoulouse. On a vu Ibanez aussi. Ils voulaient pas partir. C'est magnifique. Donc, ils ont bien bousculé, on va dire, des Anglais. Ça fait du bien, mais eux, ils sont pas très contents dans nos presses anglaises. Ils disent bien sûr, ah oui, la faute, etc. Et le coach Borthwick qui dit oui, on n'a pas perdu, on a juste manqué de temps. Ouais, ok, bon. Il dit ce qu'il veut, la vérité c'est qu'ils ont perdu. Alors, ça veut dire que Irlande a gagné, France 2e, Angleterre 3e, Écosse 4e, Italie 5e, avec 2 victoires quand même et un match nul. Et si tu imagines, s'ils ont gagné contre nous, ça faisait 3 victoires pour Italie, ça serait pas mal quand même. Ils étaient pas loin. Ils sont vraiment pas passés loin du tout, parce que contre nous, franchement, c'est un miracle qu'on n'ait pas perdu. Allez, si on parlait de notre 15 de ce tournoi, moi je vais démarrer.
En numéro 1, j'ai mis Porter, le pilier d'Irlande. En numéro 2, j'ai mis George, peut-être parce qu'on ne va peut-être plus le voir. Lui, il était quand même capitaine de cette équipe d'Angleterre et je trouve que pour son âge, il est quand même super bien joué. Et après, en 3, j'ai mis Antonio, un peu de chauvinisme, on va dire, mais moi, je trouve qu'il a fait un sacré tournoi. Antonio, c'est mérité. Porter aussi. En talonneur, moi, je mettrais Sheehan aussi, le talonneur irlandais qui a fait quand même un tournoi de fou. En deuxième ligne, je pense qu'en tous les deux, on va mettre MacArthur, de nouveau le jeune d'Irlande. Et en fait, j'ai mis aussi Tajburn aussi parce que je trouvais qu'il était très très fort dans les matchs où j'ai vu. Écoute, je valide ta deuxième ligne irlandaise. Pour la troisième ligne, franchement, je trouve que Lamaro, il était superbe. J'aimerais bien mettre Wainwright, mais il faut mettre Cross. Et finalement, en 8, je trouve que c'est l'anglais Ben Earl. Oui, alors moi, Ben Earl est incontestable. Il a fait de loin le meilleur tournoi de numéro 8 et c'est probablement même, je pense, le joueur du tournoi s'il fallait en sortir un. François Cross, je suis d'accord. Et allez, Lamaro, Wainwright, je suis vraiment fan de Wainwright, que j'ai trouvé plus spectaculaire. Et pour le match qu'il a fait contre l'Écosse en premier, je mets Wainwright, j'oublie Lamaro. En 9, Gibson Park, et en 10, finalement, c'est Garbici pour moi. Je trouve qu'il était très régulier, et pas juste en attaque, je trouve en défense aussi, surtout la dernière match, il a été beaucoup sur les ballons dans l'air, et franchement, on va voir dans des statistiques, il était très présent partout. Je valide Garbici, mais je vais être un petit peu chauvin. Je vais mettre Le Garec, même s'il n'a pas été titulaire tout le temps. Rien que pour sa chistera de la semaine dernière, son culot, sa jeunesse et le fait qu'il marque quand même 2 essais en 2 matchs en étant titularisé après avoir piqué la place du titulaire. Pour moi, ça compte. Il y a du panache là-dedans. Donc, Le Garec, Garbici. Je comprends. Allez, les ailiers, je mettrai Dyer parce que franchement, c'était un des meilleurs joueurs sur Pays de Galles. Mais après, Van der Mel pour les 3 premiers matchs, on va dire, et Penaud pour les 2 dernières. Donc, je triche un peu. J'ai mis un mélange ces 2 joueurs, mais il y avait un changement. C'était un changement d'énergie. Je pense qu'il a repiqué chez Saussure, Penaud. Mais franchement, début de 6 nations magnifique pour Van der Mel. Le fin, superbe pour Penaud. Van der Merwe, je valide avec toi. Penaud, non, je trouve qu'il a joué en deçà de son niveau. Dieu sait que c'est un joueur que j'adore. Il nous a refait quelques rushs comme on adore, mais il n'a pas marqué d'essai. Donc c'est un tournoi un petit peu en deçà de son talent. Je crois que je vais mettre quand même Love, l'Irlandais, qui m'impressionne à chacune de ses sorties par sa force, sa régularité, son coup de pied. Quand il a une occasion, il la met toujours au fond. Donc une immense régularité, c'est vraiment un très grand joueur. Pour les centres, j'ai mis Menoncello. Je trouvais en défense, il était magnifique. Et aussi Aki, qui devrait être un des meilleurs centres dans le monde en ce moment. Je valide tes 2 centres, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le centre italien fait un tournoi absolument magnifique et Aki est incontestable. C'est un bus. Il n'a pas de point faible, il est fantastique. Pour le 15, en fait, j'avais un peu plus de difficultés et finalement, je suis allé avec celle qui était le plus régulier. Donc, j'ai tombé sur Kinghorn. Écoute, je te laisse Kinghorn, je suis d'accord. Moi, je n'ai absolument pas compris pourquoi Stewart est sorti du 15 d'Angleterre. Il avait fait un début de tournoi d'enfer. Ouais. Des ballons hauts, en veux-tu, en voilà. Et moi, j'aime ces joueurs en 15 qui montent haut au ballon et qui font le ménage sur ces phases de jeu qui sont tellement importantes et tellement risquées maintenant. Il a été remplacé assez favorablement par Furbank qui fait un bon tournoi aussi. Mais j'ai rien compris à ce truc-là. Donc, comme j'ai rien compris, je suis d'accord avec toi en making of. Il y avait quand même quelques autres joueurs, on va dire, qui nous a peut-être frappé. Pour moi, Pays de Galles, c'était Winnet. Aussi Jenkins, le jeune capitaine, deuxième ligne. Et c'est dommage aussi parce qu'on n'a pas vu Jack Morgan. Donc ça va être intéressant de revoir cette équipe l'année prochaine avec Jack Morgan, la troisième ligne de retour. Oui, et puis n'oublions pas aussi que en dépit de leur défaite, les Gallois ont marqué des essais en fin de match, ils se sont pas laissés abattre, ils ont essayé de revenir. Mason Grady qui marque un super essai en fin de match, c'est aussi un symbole, c'est un très jeune joueur. J'espère pour les Gallois qu'ils arriveront à reconstruire avec voilà une nouvelle page à écrire, mais ils ont un tel héritage dans ce sport, les Gallois, que je pense que ils y arriveront. Mais
c'est devenu difficile dans un sport qui s'est à ce point modernisé. N'oublions pas que la pépite du rugby gallois, Rhys Zamit, est parti tenter sa chance en NFL et que c'est évidemment un joueur qui manque aujourd'hui Ouais. à ce sport. Tiens, c'est intéressant parce que j'ai regardé ce match en anglais en fait et des annonceurs ils adoraient Mason Grady et ils n'arrêtaient pas de parler de lui, ils disaient regarde comme il avance, donc je pense que c'est le nouveau pépite pour les Rouges. C'est un super joueur. Il marque un essai. Je suis vraiment content pour lui qu'il ait marqué à la fin et c'est tout un symbole. Ouais. Allez, pour les Anglais, pour moi, c'est juste parce qu'il a des dreads quand même. Hein. C'est Cunningham South, de troisième ligne, 21 ans quand même seulement. Et après aussi, the winger, Emmanuel Feye-Wabus, qui a bien joué, je pense, le dernier match aussi, qui a marqué NSA, mais qui était bien présent. D'origine fidjienne, mais effectivement Cunningham a fait des entrées fracassantes. Hein. Il était pas titulaire, il était remplaçant à chaque fois, mais à chaque fois qu'il est rentré, il a renversé la table. C'est un joueur qu'on va revoir, c'est une certitude. Hein. Il a de la graine de Lose un peu ou de Itoge à ses débuts. Je pense que on n'est pas prêt d'arrêter de voir ces dreadlocks sur le pré. Ça fera plaisir à notre Charlie. Oui, ça. c'est sûr. Allez, pour les Verts, on a déjà parlé de MacArthur qui, surtout les premiers matchs, il était vraiment fantastique. Il gênait tout, un grand batteur, on va dire. Et après, le 10, Crowley, comme tu as dit, c'est pas facile de rentrer dans la place de Sexton, en fait, et d'être présent. On voit, par exemple, chez les Rouges, ils ont du mal à remplacer Bigard. En fait, Crowley, il était quand même bien présent. Oui, je pense que c'est plus facile une fois que Sexton n'est plus là. Parce que maintenant il n'a pas l'ombre du gars qui est soit dans la tribune en train de lui dire bon pousse-toi c'est moi qui vais rentrer ou sur le banc quand par hasard il jouait ou à le comparer quand il a pris sa place. Donc c'est une nouvelle ère pour eux. Il y a un grand vide. Manifestement ils ont des joueurs de talent. J'ai lu qu'ils avaient un championnat d'étudiants, de collège et de lycée qui est extrêmement performant, qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait les beaux jours des championnats étudiants qui arrivent en équipe d'Angleterre, et je pense que ça favorise l'éclosion de jeunes joueurs qui ont acquis pas mal d'expérience sur un championnat visiblement universitaire qui est très relevé. Pour les Italiens, j'ai oublié de dire quelque part que quand même Tommaso Alain, en fait, il y avait un moment où il a pris un peu de recul en fait par rapport à le rugby international. Je pense qu'après le Coupe du Monde, c'était un peu difficile. Donc, on peut parler de Louis Liner, et aussi on peut parler de John Pani aussi qui a bien joué ce dernier match. Et bien sûr, le troisième ligne, Vincent. Et pour nous, Théo? Nous, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que voir éclore un axe droit remplaçant Georges-Henri Colombe et Manuel Meafou, ils pèsent 150 kilos chacun, ils rentrent, ils ont déjà maintenant l'expérience d'un tournoi dans lequel ils ont apporté, ils ont fait leur match, etc. C'est extraordinaire. Donc ces deux-là, on va les voir pendant 10 piges. Et c'est incroyable de pouvoir se dire, on va avoir le départ d'un joueur extraordinaire comme Winnie Antonio, qui va être remplacé par un mec qui a déjà le niveau. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Derrière, on a Le Garec qui a fait le ménage, et quand Dupont va revenir, parce que ça reste le taulier du poste, son numéro 2, c'est clair, ce sera Le Garec, et je souhaite bonne chance aux autres pour lui piquer la place maintenant. Ça, c'est une certitude. Et puis, on a quand même vu qui vient toquer à la porte, un Léo Barré qui fait un super match contre les Anglais, qui a vraiment pris toute sa chance dans les 2 matchs où il a été titulaire et qui, à mon avis, lui aussi risque de s'installer pour un petit moment parce qu'il a tout. Il est rapide, il est très bon joueur et il est costaud. On l'a pas beaucoup vu sur les ballons aériens parce que j'ai été surpris. D'ailleurs, les Anglais nous ont pas énormément testé dans ce domaine-là, moins que parfois où c'était carrément le thème. Oui. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment eu l'occasion dans ce tournoi de faire une revue d'effectifs avec des jeunes joueurs qui eux maintenant vont se projeter vers la Coupe du Monde en Australie, et on voit bien que on a quand même un effectif et une profondeur d'effectifs en France pour être capable de sortir des jeunes joueurs de talent qui est une vraie réalité. Et n'oublie pas qu'on avait Tulagi Fever tout au début. Et en plus, Tuilagi, c'est vrai, on l'a presque oublié parce qu'il est allé jouer d'ailleurs avec les moins de 21 contre les Anglais quand ils ont perdu. Mais lui aussi, si jamais Meafou est pas là, on met Posolo Tuilagi, il fait 150 kilos aussi, c'est bon.
Allez, si on parlait rapidement des différentes stats, si vous allez sur le site Destination, en fait, ils ont beaucoup plus de stats cette année que les années précédentes. Thomas Ramos avait le plus de points. Ça fait 2 années à la suite, en fait. Là, il a 63 points. Finn Russell est deuxième avec 55. Des tries scored, c'est Sheenan et Vandermel avec 5 chacun. Gaël Fickou a eu 3 côté France. Des try assists, parce que maintenant c'est un stat, je suis content, hein, moi qui aime bien les stats américains. Des try assists, Damien Penaud, il a 3, comme Garbici, Gibson Park, Hugh Jones et Finn Russell. Mais je suis content que ça, c'est un stat. Donc la try assist, c'est une passe gagnante. Voilà, c'est un passe avant c'est la dernière passe avant un essai. Ouais, mais t'as tout à fait raison. C'est une stat qui est ultra pertinente en rugby. Oui, mais normalement, quand je demande aux anciens joueurs, ils disent non, rugby, c'est un sport d'équipe parce que c'est la dernière passe ou la première passe, bah, c'est tous les passes. Tu vois, donc c'est un peu l'esprit rugby. Mais moi, je suis content de voir les try assists. Au niveau de carries, donc les ballons portés, Ben Earl loin devant avec 73 quand même. Pour nous, Greg Aldridge, c'était le plus avec 49. Et Damien Penaud, 42. Les mètres gagnés, c'est James Lowe avec 374. Penaud qui est deuxième. Et Monty Ioné, d'ailleurs, qui est troisième. Ensuite, Total Passes, c'est James Gibson Park avec 333 quand même. Ça fait beaucoup de passes dans un tournoi. Hallucinant. Offload, Damien Penaud aussi avec 11. Et Ioné d'Italie avec 8, et comme James Lowe. Line breaks, encore Penaud, tu vois. Donc, Penaud, mine de rien, j'ai été sévère avec lui, alors peut-être. Tu l'as pas remarqué, mais il était busy. Donc, Damien Penaud avec 11, Freeman et Ioné et James Lowe et Rio Dyer avec 7. Plaquage, à ton avis, c'était qui le meilleur plaqueur? Il faut que ce soit une équipe qui a beaucoup défendu quand même, mais je dirais que c'est peut-être François Cros quand même. Non, c'est Lamaro avec 103 quand même. Après, il est suivi par 2 Gallois, Jenkins et Raphaël. Mais en fait, Cros, il est 10e, 58 plaquages. Mais il était de loin le Français avec le plus de plaquages. Mais aussi, au niveau des clean-outs, donc clean-out, c'est quand tu protèges le joueur par terre et tu dégages le mec en face qui essaie de gratter. C'est le nettoyage. D'ailleurs, c'est clean-out. Voilà, c'est ça, nettoyage. Et finalement, François Cros loin devant, 36 pour lui, pour être devant tous les autres. Ouais, je constate avec ces statistiques, que j'ai eu raison de mettre James Lowe comme dans mon 15 de référence parce qu'il a quand même la belle stat de celui qui a le plus avancé. En revanche, j'ai été un peu cruel et un peu sévère avec Damien Penaud, mais qui aime bien, châtie bien. Et j'ai été frustré qu'il marque pas plus d'essais parce que j'attends le moment où il va devenir le meilleur marqueur d'essais du 15 de France. Je suis à peu près sûr que ça va lui arriver. Et j'étais frustré qu'il marque pas pour ça, parce que cette stat, pour moi, elle est pour lui. Ça va venir. Et donc, j'avais envie qu'il en marque plus. Ouais, Thierry. Et puis, la semaine prochaine, il y a un autre tournoi à destination qui commence. C'est celui des filles. Alors, malheureusement, nous, on va prendre un petit peu de repos parce que ça fait depuis le mois d'août dernier qu'on est quand même sur le pied de guerre, qu'on a beaucoup podé, comme dirait l'autre. En plus, tu as bossé toi en décembre avec les épisodes sur le rugby solidaire. Je vous invite d'ailleurs à aller les écouter. On a aussi nos épisodes, si vous avez vraiment envie de nous entendre, n'oubliez pas nos super épisodes, y compris ceux du début, l'interview mythique de Richard Tarditz, nos Rugby Retro Classics et autres épisodes tout à fait intemporels. Mais malheureusement, les filles, on va vous soutenir, évidemment, on va regarder, mais on ne pourra pas enregistrer d'épisodes. Ça ne veut pas dire qu'on vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le rugby féminin, et on compte vraiment sur vous, déjà, pour essayer de taper les Irlandaises dès le début, et ça, c'est le week-end prochain. On va regarder ça de près. Oui, donc bonne chance à nos filles pour le Six Nations et bonne chance aussi pour nos chers Charlie. On espère le revoir très bientôt. Et comme toujours, merci beaucoup à nos chers écouteurs et Xavier pour le review sur iTunes. Et à toi, mon cher Théo, c'est toujours un grand plaisir de passer ce moment avec toi. À très bientôt, tout le monde. À bientôt, on vous embrasse.